Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention dernièrement. Bonne écoute! Je pense que le parc est fermé aujourd'hui, on ne peut pas y aller. Ne crie pas comme ça, tu vas réveiller tout le voisinage. Je ne sais pas où sont passés les biscuits, je pensais qu'il nous en restait encore. Avez-vous déjà raconté un petit mensonge blanc à vos enfants? Avez-vous pensé que c'était sans conséquence? J'avoue, je plaide coupable. Comme bien des parents, quand mes enfants étaient petits, il m'est arrivé d'inventer des choses, et oui, de mentir. Je ne peux pas dire que j'en suis fière, mais je crois qu'à cet instant précis, sans préméditation, j'ai menti en croyant que c'était utile, que c'était la bonne chose à faire. Parfois, c'était pour inciter mes enfants à se comporter d'une façon convenable, ce qu'on appelle un mensonge instrumental, et parfois, c'était pour amener mes enfants à ressentir une émotion positive ou pour éviter un drame, ce qu'on appelle un mensonge blanc ou un mensonge pieux. Dans les deux cas, c'est une bien mauvaise idée. C'est ce qu'on apprend dans une vaste étude de l'Université de Singapour, dont les résultats viennent juste d'être publiés. Cette étude suggère que les parents qui mentent à leurs enfants ont bien plus de chances de se faire mentir à leur tour. Autrement dit, les enfants à qui l'on ment, que ce soit des mensonges instrumentaux ou des mensonges pieux, auront plus tendance à mentir à leur tour et pas seulement à leurs parents. Pourquoi? Entre autres parce que les enfants apprennent à mentir en observant leurs parents. Et dans le cas des mensonges blancs, ces petits mensonges qu'on juge inoffensifs, les enfants savent qu'on leur ment. À noter que les participants à cette étude étaient des enfants âgés de 11 à 12 ans accompagnés de l'un de leurs parents. Évidemment, il n'y a pas de mur entre la petite enfance et l'enfance, et donc on peut penser que le comportement mensonger appris commence bien avant cet âge. Ce que j'en conclus? Eh bien que ma mère avait raison. Mentir, c'est mal. Qu'il s'agisse de fausses menaces ou de fausses promesses, ce n'est pas la bonne stratégie à adopter. Il vaut mieux dire la vérité en choisissant les bons mots selon l'âge, le niveau de développement et le tempérament de notre enfant. Rangez la tablette et sortez le papier et le crayon. Les doutes de bien des membres du personnel scolaire et de bien des parents ont été confirmés récemment par l'Institut national de santé publique du Québec. Dans un contexte pédagogique, l'utilisation des écrans pour lire et prendre des notes ne comporte pas d'avantage. Au contraire, cela pourrait même nuire à la compréhension de texte. Cela serait vrai chez les élèves du secondaire et chez les élèves du primaire, et chez les tout-petits, plusieurs études ont prouvé que le vrai livre, soit le livre papier, est préférable au livre numérique. Les distractions numériques, vous savez, les publicités de type pop-up, les animations spontanées et autres nuisances imprévisibles, font perdre la concentration, la motivation et l'intérêt du tout-petit. Celui-ci va davantage s'impliquer, discuter, participer et interagir lorsqu'on lui lit un livre imprimé. Aussi, si la lecture se fait sur une tablette ou sur un téléphone, l'enfant aura le réflexe de vouloir s'en emparer, ce qui crée des conflits parents-enfants. Bon, c'est pas l'idéal en pleine lecture. Je pense qu'il faut viser l'équilibre, un concept que je continue de chérir même avec mes adolescents. Je ne suis pas en faveur d'interdire les écrans, mais je ne suis pas en faveur non plus de laisser aller et de lâcher prise. Il faut, je pense, fixer un temps d'écran chez nos enfants, particulièrement chez les tout-petits et chez les enfants d'âge scolaire. Et surtout, il faut continuer d'aller à la bibliothèque, d'échanger des livres avec nos amis, de visiter des librairies, d'acheter des livres et d'encourager nos enfants à barbouiller, à dessiner, à écrire, bref, à tenir un crayon. Et bien sûr, je le dis en passant, l'équilibre, ça commence par soi-même. Parmi mes plus beaux souvenirs d'enfance, il y a les soirées pyjama que certains appellent les pyjama parties ou encore les sleepovers. Je devais avoir 6 ou 7 ou 8 ans et j'allais dormir chez mes cousins-cousines qui étaient mes voisins. Quelle chance! Les soirées popcorn entassées dans le salon devant un film ou un feu de foyer, les nuits à jaser et à rigoler et parfois, on se faisait chicaner un peu, les matins avec des montagnes de crêpes pour le déjeuner où j'appelais ma mère et demandais de façon désespérée de repousser l'heure de départ. Mon Dieu, tout me revient et il me semble que c'était hier. Lorsque mes enfants ont voulu à leur tour expérimenter les soirées pyjama chez leurs amis,
Ma réaction a été un peu différente. D'abord, lorsqu'il ne s'agit pas de la famille, c'est un peu plus embêtant. Quel est le lien avec la famille de l'ami et dans quel contexte et quel environnement mon enfant va-t-il débarquer? Je me suis aussi souvent questionnée sur l'état de mon enfant. Est-il prêt? Se sent-il sécure de passer une nuit sous un autre toit? Sera-t-il à l'aise et assez mature pour m'appeler s'il y a quoi que ce soit? Toutes ces questions sont à prendre en considération, je crois, lorsque notre enfant émet le souhait d'aller dormir chez un ami. Et c'est aussi là la prémisse de base, que la demande vienne de notre enfant, que ce soit sincère et authentique. Une discussion franche et ouverte est de mise pour éviter les attentes et les déceptions. On peut aussi miser sur la technique des petits pas. D'abord un après-midi, ensuite une soirée, et on verra pour la suite. Là-dessus, je vous souhaite une très belle relâche en famille. Merci d'avoir été là et à bientôt.